Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Écopole diffusée chaque jeudi aux environs de 22h10 et la rediffusion c'est le vendredi à 8h30 avant l'émission Canal Presse. L'émission est aussi suivie sur YouTube, la chaîne YouTube de Karakin. Nous disons merci à tous les internautes qui nous suivent depuis le Congo profond, depuis l'Europe, la Belgique, la France, pour tout ce qui est en vacances. Nous disons merci pour la confiance. Au Congo-Brazzaville, un peu partout, c'est votre émission Écopole de chaque jeudi. Et bien ce soir, je reçois un homme politique du mouvement de libération du Congo. Je crois que c'est la première fois qu'il puisse passer dans cette émission. Nous allons parler avec lui de l'actualité de la RDC. Nous allons parler de son parti politique, le MLC. Et bien entendu, nous allons essayer de parler aussi de sa vie à lui politique. Monsieur Djagas Djambale, invité de cette émission. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, Monsieur Mario, merci. Ça va bien par la grâce de Dieu, d'abord avant toute chose. Et puisque Dieu nous porte à cœur et nous protège, nous espérons aussi que ceux qui nous suivent en ce moment ici précis dans leur télévision vont aussi également bien. Et particulièrement, mes pensées sont tournées vers notre population de l'Est, de la République. Parce que ça fait nous allons évoquer un peu cet aspect. Allez-y, allez-y. Parce que vous voyez, ça fait pratiquement depuis 96 que ça va faire pratiquement à ce jour 28 ans. Depuis la guerre, les Hutus, les Interamouins, cette partie de la République est victime d'une guerre injuste. La République, depuis, je constate avec l'avènement de ce pouvoir, ne ménage aucun effort pour essayer de trouver une solution pérenne et définitive, parce que vous savez, on a connu des solutions fantaisistes avec les gouvernements passés, où c'était des accords signés, mais par après, des résurgences terribles avec des atrocités. Et je crois qu'avec ce gouvernement ici, nous allons finalement terminer cette question de la guerre à l'Est pour trouver la paix pour nos compatriotes de l'Est. Je crois que sans se rendre compte, vous avez pratiquement introduit. Nous allons d'abord commencer par la guerre aussi, avant de prendre le mouvement de libération du Congo. Je rappelle que vous êtes du MLC et que vous êtes cadre au sein de ce parti. Vous siégez aussi à la conférence des présidents. Ça veut dire que vous êtes dans l'union sacrée, donc vous êtes au pouvoir. Exactement. Vous avez évoqué l'aspect de la guerre et je me rends compte que ça fait plus de 30 ans. C'est vrai que vous n'étiez pas aux affaires, le régime actuel, mais maintenant vous assumez. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous n'arrivez pas à mettre fin à cette guerre, vous de l'Union sacrée? Bon, monsieur Marie, il faut savoir que les guerres ont souvent plusieurs sources, et surtout avec la guerre de la RDC, elle est complexe. Parce que la guerre de la RDC a principalement trois aspects qu'il faut prendre en compte. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect des opérations, et puis il y a l'aspect de la convoitise derrière. Et toutes ces questions complexes, je ne crois pas que c'est du jour au lendemain que ça peut finir. La guerre, lorsqu'on la commence, on connaît qu'on la commence, mais pour la terminer, on ne connaît pas. Et il y a certes des problèmes au niveau interne. C'est comme ça que vous avez vu le fondateur de ma formation politique, lorsqu'il est arrivé, il s'est battu d'arrache-pied pour assurer... Là, vous faites allusion au président Jean-Pierre Bemba. Au président Jean-Pierre Bemba, bien sûr, et il s'est battu d'arrache-pied pour faire la mise en condition des unités. Parce que je rappelle ici à nos compatriotes qui nous suivent que le ministre de la Défense, contrairement à ce qui a été relayé dans l'opinion publique, le ministre de la Défense n'est pas le commandant des opérations militaires. Parce que lorsque Jean-Pierre Bemba est arrivé au pouvoir, bon, ça s'est dit ça et là, Jean-Pierre Bemba allait au front, aller combattre, finir la guerre. Eh bien, il peut le faire en tant que patriote, mais dans les fonctions de la République, sur pied de l'ordonnance 2022 qui fixe l'attribution de chaque ministère. Il n'est pas le commandant des opérations militaires. Le commandant suprême, carrément. Effectivement, donc, vous voyez, la chaîne de commandement et des opérations, en fait, là-dedans, vous avez beaucoup plus, vous connaissez, le commandant suprême, il y a à quelques proportions près aussi le commandant de la maison militaire, mais c'est beaucoup plus une opération technique de nos amis qui sont, en fait, des techniciens, c'est-à-dire le chef MG avec les hommes d'opération. Ce sont eux, en réalité, qui commandent les opérations dans le front. Et lui, il n'assure que la mise en condition. Dans la mise en condition, là, on voit la formation des unités, par exemple, la ration au combat, les équipements, les unités, que dis-je davantage, c'est-à-dire une collaboration conjointe avec les services d'appoint pour voir dans quelle mesure on peut assurer la prévalence sociale des militaires. Vous voyez, donc c'est en fait pratiquement la phase préparatoire que les ministres de la Défense intervient. C'est comme ça que vous avez vu aujourd'hui. Nous avons connu cette montée en puissance où on a quitté pratiquement, on a connu une progression de 25%
en termes des unités formées au combat, où nous sommes en train d'aller progressivement vers la formation réelle et efficace de nos unités, où nous pouvons voir les fantassins, le commando, le paracommando, les marines dans notre armature technique militaire. Ça, ce sont des progressions que nous enregistrons. Mais en ce qui concerne les opérations, je crois que les opérations sont menées de bon port. Il y a eu quelques soucis en interne, on a nettoyé les fichiers et j'ose croire, en tout cas j'exhorte aussi au gouvernement auquel j'appartiens, à mener à bon port et à plus grande vitesse cette question pour que finalement nos frères de l'Est de la République vivent aussi comme nous à Kinshasa. Là, je comprends votre façon de vous défendre, c'est tout à fait normal. Peut-être que je veux dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Ça fait beau ce que vous êtes en train de dire là, ça fait intellectuel, ça fait vraiment vrai aussi. Mais est-ce que vous savez que le commun de Mortel ne comprend pas cette logique-là? Le premier mandat, nous sommes pratiquement au deuxième mandat. Est-ce qu'il y a encore des bribes d'espoir pour espérer? Parce que c'est quand même compliqué, comme je dis. Là, vous le dites en tant qu'intellectuel, mais le Congolais lambda qui subit au quotidien ces atrocités ne comprend pas. Hein. Vous savez, il faut augmenter de vitesse, peut-être. Oui, vous savez, c'est vrai ce que vous dites, et ça fait très mal. Ça fait très mal. On a l'impression que il n'y a pas tellement d'avancées par rapport à ce qui avait été espéré. Mais vous savez, lorsqu'un homme cesse d'avoir de l'espoir, il meurt. Et nous ne sommes pas de ceux qui pensent que la République peut cesser d'avoir de l'espoir. Nous restons optimistes. Nous croyons en nos forces unités, nous croyons à la montée en puissance de notre armée, et nous savons que coûte, ça prendra les temps que ça prendra, mais nous allons vaincre cette guerre qui est injuste. Parce qu'en réalité, c'est une guerre économique, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de pesanteurs. Et là-dedans, c'est une guerre des intérêts des multinationaux derrière. Le Rwanda, Kagame, que nous avons cité. Moi, j'ai dit ça dans une émission, et que je serais même prêt aujourd'hui, parce que le président de la République a tous les moyens, et l'État a tous les moyens pour que nous puissions mettre fin à cette guerre. Et je crois que c'est dans cette lancée que le gouvernement, d'ailleurs, est en train d'opérer. Et d'ailleurs, et si je dois formuler une proposition au président de la République ainsi qu'à tous les décideurs, je crois que dans ce pays, nous devons passer comme ça s'est fait avec l'armature juridique en Israël, où nous devons avoir un ministère de la guerre. Pourquoi est-ce que je le dis? Ça, c'est des innovations que vous apportez. Oui, justement, je voudrais... Ça existait, je crois, en France, à l'époque de... À la Deuxième Guerre mondiale, je crois, même juste après... De Gaulle, il y en avait, je crois. Justement, ça après existait. Pétain, De Gaulle, je crois. Exactement, ça existait parce que, en fait, ce sont des ministères circonstanciels. Il faut avoir un ministère de la guerre et d'agression, de sorte que cette fois-ci, il n'y a pas un pléthore de commandements dans les agressions et la guerre. Si vous déclarez la guerre, ou bien même dans un cas d'agression, comme c'est le cas aujourd'hui, nous sommes agressés par le Rwanda, vous avez un homme du gouvernement qui, à la fois homme politique, à la fois homme technique. C'est-à-dire, il combine les deux. On a la vitesse, on gagne en commandement des opérations, et aussi, comme c'est le cas aujourd'hui, personne ne l'ignore, le président de la République, le président Tshisekedi, a l'amour et le soutien d'effectifs de son peuple aujourd'hui. Je crois que lorsqu'un commandant de la République a l'amour d'un peuple, ajouter à cela l'amour de son armée, la montée en puissance, nous pouvons vaincre toute forme de bataille. Et moi, je le dis, je suis prêt. Je suis parmi ceux qui, si on apprend comment tirer une mitraillette, vous m'apprenez comment calculer la cible, la stratégie militaire, je serai prêt à aller au combat. Je vais entrer au Rwanda, je le dis comme ça à la télévision, je peux cibler Kagame, je peux tirer sur Kagame pour que finalement cette guerre prenne fin, c'en est de trop duré. Dans cet ordre d'idée, je me rappelle à l'époque, il y a un ancien cadre, enfin un ancien député du mouvement de libération du Congo, Daniel Mbao, que je cite à l'époque, qui avait fait des propositions allant dans le sens qu'on devait avoir un service national où les jeunes devaient se préparer après le bac, l'examen d'État, apprendre pendant au moins 18 mois le maniement des armes. Vous êtes pour cette option? Mais exactement, nous les disons peut-être dans des mots différents, mais nous disons la même chose. Parce que j'ai toujours pensé que il faut revoir le système éducatif de mon pays. Dans le système éducatif de mon pays, on a beaucoup plus tendance à construire le bureaucrate en lieu et place des technocrates, des techniciens et des hommes pragmatiques. Vous voyez, par exemple, dans la classe politique que nous avons aujourd'hui, bien dans la jeunesse, parce que la jeunesse occupe le 60% de la population congolaise, vous avez combien de ceux qui sont réellement épris des sens du pragmatisme? Ça veut dire, ils sont dans l'agronomie, ils sont dans la pêche, ils sont dans l'élevage, ils sont dans le métier. Il y a plus d'universitaires, ce qui n'est pas mauvais. Mais dans un pays comme la RDC, on n'a pas beaucoup plus besoin des bureaucrates. On a plus besoin des ouvriers. Vous voyez, parce que même ce qu'on a aujourd'hui comme infrastructure, je parle par exemple de la voie ferrée que nous avons aujourd'hui. C'est l'intelligence extérieure. Hein. Justement, ça n'a pas été construit. Réfléchi, on voulait dire. Réfléchi, conçu et posé par des Congolais. Justement, et à l'époque, c'était des paysans.
C'était pas des universitaires. Et nous avions ça. Mais depuis que nous avons des universitaires en termes pléthoriques comme nous avons aujourd'hui sur les marchés d'emploi, nous avons quel résultat? Je ne fustige pas, mais je trouve que c'est un déséquilibre. Et je crois que dans le système éducatif, on a plus préparé le citoyen congolais à aller plus dans le métier, à aller plus dans le pragmatisme. À aller plus... Ce débat doit figurer au sein du gouvernement, l'Union sacrée doit réfléchir sur ces débats. C'est important parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Vous avez des très jeunes, 17, 18, qui errent ça et là dans les avenues alors qu'ils ont besoin, comme vous avez dit, d'être déjà dans le jeu, d'apprendre dans le métier. Exactement. Vous voyez, par exemple, en Chine, ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà depuis le bas âge qu'on apprend à l'enfant comment fonctionne l'intelligence artificielle et comment fonctionne la haute technologie. C'est comme ça qu'ils peuvent vous produire même des réseaux sociaux. Quand il a déjà 18 ans, c'est parce qu'il est formaté avec ça, il est préparé avec ça. Mais nous, à quoi est-ce qu'on nous prépare en réalité dans les systèmes éducatifs? On nous prépare à parler bien français, peut-être comme nous le faisons ici sur ce plateau. On nous prépare à porter une veste, comme je l'ai fait, à porter une cravate, à aller à l'université. Ou à conduire une voiture. À conduire une voiture, peut-être. Alors qu'en fait, l'université n'est pas un monde de tout le monde. C'est pas tout le monde qui est censé être universitaire. L'université, c'est pour les penseurs, les chercheurs. Mais les praticiens, il y a des écoles supérieures pour ça. En fait, ce qui développe un État, c'est la pratique. Ce n'est pas les pensées ou les recherches. Les recherches, c'est bien, ça guide, s'oriente. Mais l'État est développé par les pragmatiques. Et je crois qu'il faut miser un accent important. C'est comme ça que l'honorable Daniel Mbaou, par le professeur, il parle de cette prise en charge militaire. Et moi, je suis pour ça. C'est une prise de conscience pour permettre aux uns et aux autres de comprendre les enjeux. Si vous allez, ce qu'il convient d'appeler l'ancienne URSS, aujourd'hui la Russie, qui a pris toute la force militaire, on apprend à un enfant, dès les bas âges, que la Russie est plus que tout. C'est son État, c'est la défense de sa patrie. Et je crois qu'avant même d'embrasser les universités, comme nous le faisons, devenir avocat, médecin et tout, on doit passer une des formations obligatoires. Les autres de chaque Congolais sait comment défendre sa patrie. On a les écoles des guerres et chaque personne passe à l'école des guerres avant d'embrasser une formation de prédilection. Je crois que c'est de cette manière nous pourrons aussi faire un renouvellement de nos forces, de nos unités et même moderniser aussi le service militaire de mon pays. Monsieur Jagast Djamba est l'invité de votre émission Ecopole de ce soir. Nous sommes en train de parler de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé de la durée, nous cherchons des pistes de solutions. J'ai aimé la phrase, là vous avez dit que peu importe le temps, nous devons, c'est une obligation de remporter cette guerre. C'est important pour rassurer aussi les jeunes générations. Comment se porte le mouvement de libération du Congo actuellement? Vous avez deux ministres, il y a VPM, le président Jean-Pierre Bemba au ministère des Transports, il y a au niveau de l'environnement la Mineta, Madame Elba Zaïba. Vous êtes satisfait? C'est bon pour ce qui est des postes, même si c'est un vieux débat, mais bon. Bon, je voudrais fixer l'opinion ici, c'est que, vous savez, depuis même la fondation et la formation du MLC, le MLC a été formé avec les idéaux républicains, le nationalisme, le libéralisme et l'humanisme. En fait, ce que nous visons avec le MLC, c'est beaucoup plus l'intérêt de l'État. Sinon, où on se retrouve, l'intérêt de l'État est pris en compte, ça nous rassure. Le plus important pour nous, c'est l'intérêt de l'État. J'ai vu les débats, faisant état du fait que le président Jean-Pierre Bemba serait diminué parce que, vous voyez, il était vice-président. En tout cas, ça a beaucoup parlé. Hein. Oui, j'ai vu, on a assisté à plein de débats comme ça. Bon, je crois que le système constitutionnel congolais a mis en place, au niveau de l'article 22, la liberté de penser aussi. Il faut laisser aux gens de penser. Leur liberté, ils pensent, c'est une liberté, mais nous ne pensons pas que nous sommes en train d'être... Cette façon de penser est en train de nuire. Bon, nous pensons plutôt que nous sommes en train d'enseigner une nouvelle donne politique. En fait, il faut que le politique congolais comprenne que nous devons réfléchir État avant parti. Nous devons réfléchir patrie avant individu, exactement. Vous voyez, c'est-à-dire si l'intérêt de l'État est mis en mal, il faut laisser les casquettes que nous avions pour en fait, sauvegarder les intérêts de la patrie. Je vous ai parlé du cas de la guerre à l'Est, mais si on ne parle pas du cas de la guerre à l'Est, il y a plusieurs cas aujourd'hui qui rongent la République. Vous connaissez les combats que le chef de l'État a lancés pour la lutte contre la corruption depuis un moment donné, depuis le début de son mandat. Parce qu'en fait, si on ne le dit pas... Même au-delà de la lutte contre la corruption, il y a toujours
des scandales à répétition chaque jour. Vous savez, ça fragilise aussi par moments l'équilibre gouvernemental. Vous avez raison, monsieur Mario. Moi, j'ai proposé au chef de l'État que j'approuve l'idée selon laquelle on arrête ou bien on intercepte un citoyen. Si c'est un militaire qui détourne les deniers publics, bien sûr, si c'est un militaire, il faut le fusiller. Si c'est un civil, il faut le pendre sur la place publique. Moi, je suis partant pour ça parce que nous avons atteint le Rubicon dans ce pays de la prédatocratie dans les institutions, c'est-à-dire les prédateurs dans tous les sens. Et ça ne concerne pas un régime politique. D'abord, ça concerne l'identité. On a une crise identitaire dans ce pays. Lorsqu'on accède aux fonctions, il faut avant tout s'enrichir avant d'enrichir l'institution pour laquelle on est censé travailler. Ça, c'est un tard. C'est un vice que nous enregistrons dans notre crise identitaire. Parce que la justice ne fonctionne pas bien? Il a dit, le chef de l'État, c'est parmi les fléaux, la justice qui ne fonctionne pas bien aussi. Parce que si la justice fonctionnait très bien, ça pouvait aussi dissuader ces malfrats. Là. Vous avez raison. Comme je dis que on est dans les libertés de penser. Le président, le commandant a dit que la justice fonctionnait très mal. Je crois qu'il a tous les méandres possibles, mieux que moi, mieux que vous. S'il les dit, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Et à mon sens, je pense que dans les mêmes ordres d'idées, je crois que notre justice doit être mise à niveau. Et je loue, d'ailleurs, on a procédé au recrutement de 5000 magistrats, 2500 sont affectés, 2500 encore sont en pleine étude pour les affectations. Je crois qu'il faut un nouveau vent de la magistrature dans ce pays. C'est comme ça que moi j'ai loué l'idée lorsqu'on a levé le moratoire sur la peine des morts. Vous voyez ce que Mao avait fait en Chine à l'époque? Les peuples avaient atteint un niveau incommensurable de la corruption des antivaleurs. Mao a décidé de... En fait, c'était pas louable, c'est vrai, mais c'était, comme on le dit, pour guérir une maladie, une pathologie, il faut piquer. Si vous piquez, vous injectez le remède, et même vous avez un nouveau corps, les cellules se régénèrent. Donc, en fait, on est obligé de passer par ça. Il faut des leçons publiques, il faut des actions qui posent avec des effets dissuasifs au niveau. Vous êtes d'accord avec la peine de mort? Je suis partant de la peine de mort. Vous savez, monsieur Mario, je vais dire un truc pour une minute. On ne le dit peut-être pas assez, mais un homme qui détourne, je prends un exemple comme ça, un homme qui détourne 90 millions qu'on a pris de dollars américains. Qui devait servir, par exemple, à affecter aux besoins de la paye des agents publics de l'État. Je prends ça comme ça. Vous savez combien il met en mal la République, la société? Parce que quand vous prenez l'argent de ces fonctionnaires, ce sont des couples qui sont déséquilibrés parce que la femme est peut-être partie, la femme peut partir. Et si la femme part, vous avez des potentiels enfants qui sont en fait dans un déséquilibre de foyer, ça vous produit des chégués. Et les chégués là vous produisent plus tard des koulouna. Et les koulouna qui vous produisent plus tard des gangs. Et des gangs qui demain deviennent des terroristes. Donc c'est la répercussion en fait de ces vols. Exactement, vous voyez, donc c'est dit, quand il devient terroriste, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les armes pour tuer ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il y avait un individu qui avait décidé d'assouvir ses appétits avec le budget, le fonctionnement et l'argent de l'État. Et généralement, ce qui est écœurant, c'est que, qu'est-ce qu'ils en font? Si ce n'est pas construire les immeubles, c'est entretenir les maîtresses. Des belles voitures. Des trucs vraiment, excusez-moi, c'est très bas. Très bas, et vous privez du caractère alimentaire une classe sociale des individus. Et vous imaginez combien de morts s'en suivent parce qu'il y a ceux qui ne tiennent pas, parce que bon, la précarité dépend aussi de la résistance de chacun. Il y a ceux qui ne tiennent pas, qui entrent sous la terre. Et quand ils entrent sous la terre, vous, à cause de votre prédation des finances publiques, vous avez tué combien? Et on va vous laisser, vous? Non, je crois que dans l'échelle des valeurs, ces individus que vous assassinez avec le détournement des deniers publics sont plus importants que vous seul en tant qu'individu parce que vous causez du tort à une masse. Nous allons prendre le débat avec le gouvernement actuel, les attentes du gouvernement. Les Congolais attendent beaucoup, c'est vrai qu'ils ont déjà commencé le travail. Mais bon, les secteurs prioritaires, nous les savons, nous les connaissons, il y a la guerre, il y en a plein, l'éducation, l'infrastructure, il y en a plein. Mais est-ce que mettons, parce que nous sommes pratiquement au deuxième mandat, il nous reste quoi, 2 ans et demi, 3 ans peut-être. Est-ce que vous pensez que vous, de l'Union sacrée, vous allez pouvoir apporter un souffle nouveau à ces populations de la République démocratique du Congo très meurtries et qui attendent beaucoup de vous? Je reste optimiste parce que quand j'ai lu le programme de gouvernement avec les 6 priorités, je crois que les 6 points saillants, je crois qu'en tout cas, on est sur la bonne voie.
Et si c'est mis en exécution, j'exhorte tout simplement le gouvernement à suivre de près l'exécution de son programme. Parce que si c'est mis en exécution, je crois que nous pourrons tant soit peu réaliser ce qu'on a, en fait, récupérer ce qu'on a perdu depuis des années. Vous savez, monsieur Mario, nous sommes en train de tourner une émission ici. Ces bâtiments ici, il a peut-être pris 2 ans pour le construire. Mais pour le casser, ça peut peut-être prendre 2 ou 3 jours. Vous imaginez maintenant une république dont les tissus économiques a été déstructuré pendant plus de 60 années. Vous ne saurez pas le restructurer à 100% dans 10 ans, un mandat de 10 ans. C'est comme ça que j'exhorte le gouvernement de mon pays, pouvoir auquel j'appartiens, de tracer les programmes d'État. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que nous avons comme richesse, excusez-moi, tout ce que nous avons comme richesse, il n'y a pas que l'or et le diamant, il y a aussi la main-d'œuvre, est-ce que c'est des excuses, ça? Non, je ne dirais pas que c'est des excuses. Mais je dis, comme je vous ai dit, il y a une crise identitaire dans l'homme congolais. Vous savez, peut-être qu'on les prend à la légère. Si on ne bouge pas le coulage des recettes et les fuites des capitaux, on ne saura pas évoluer. C'est comme ça que j'ai dit qu'il faut des mesures draconiennes et drastiques. Il faut pendre les gens, il faut fusiller les gens. Oui, je suis partant. Parce qu'il faut, en fait, il faut redresser les pays. Le pays a connu une dégringolade à un point où on ne sait vraiment pas l'identifier à quelle forme d'économie. Nous avons pratiquement quel système économique. Même en politique, tout est hybride. C'est-à-dire qu'on a atteint un niveau où les choses sont tellement déréglées qu'on est en train de progressivement redresser le règlement du pays. Et je crois que, comme je disais, il faut des programmes d'État. Vous voyez, aux États-Unis, par exemple, le DV Lottery, ce n'est pas un programme du gouvernement Trump, Obama ou Joe Biden, c'est les programmes d'État. Il faut que nous puissions avoir des programmes d'État, comme à l'époque, Van Bilsen l'avait établi avant l'accession du pays à l'indépendance. Je vous donne un cas. On peut établir un programme d'État. On a un problème de locomotion avec le transport aérien dans ce pays. Air Zaïre a résisté. Air Congo, Congo Airways, vous voyez, il semble un peu titubé. Nous avons la possibilité de signer et d'avoir des partenariats très forts avec des États étrangers dans la fourniture de, par exemple, des hydravions. Vous savez, nous avons en Afrique un potentiel d'eau qui couvre pratiquement les 52%. Donc des avions qui se posent sur l'eau. En fait. Parce que nous avons beaucoup d'espace. Justement, vous voyez ce que nous avons comme potentiel en termes de ressources d'eau. Mais nous n'avons pas atteint assez tellement d'aérodromes, ou d'aéroports, ou d'aérogares. Tout ça, ça demande beaucoup de moyens. Mais puisque nous avons déjà des pistes naturelles, si nous pouvons penser par exemple à la politique des hydravions, c'est vrai que ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va nous régler un problème d'État. C'est-à-dire quoi? Ça reste un programme d'État où la République peut commencer à importer des hydravions, mais à la longue, acquérir de l'expertise pour en fabriquer. Parce que vous savez, par exemple, je prends les cas à l'époque, à l'ONATRA par exemple, vous aviez un chantier naval. Le chantier naval, en fait, c'est... Qui a fait ses preuves, il faut le rappeler. Justement, a fait ses preuves. Parce que le chantier naval, en soi, c'est l'institution de contrôle technique des appareils de navigation. Et les hydravions, avec le temps, si on a l'expertise nécessaire, on peut les fabriquer au chantier naval de l'ONATRA. Tout ça pour renflouer les caisses de l'État et, en fait, garantir la navigabilité aérienne au niveau tant de la République qu'au niveau de l'extérieur et pour renflouer les caisses de la République. Donc, c'est-à-dire, il faut les programmes d'État, il faut penser à venir, il faut, comme la gratuité de l'enseignement, bonne chose, gratuité de la couverture santé universelle, il faut continuer, il faut progressivement établir les programmes d'État. Et je crois que nous allons sortir de cette auberge progressivement et très bientôt. Et je le crois, je reste optimiste. Vous avez évoqué le cas de l'ONATRA, le président national du mouvement de libération du Congo, bien que c'est un homme d'État, c'est un homme politique, un grand homme politique. Donc on enlève la casquette du MLC, il gère les intérêts de la République actuellement. Il est au niveau du ministère des Transports. Parmi les entreprises, vous avez l'ONATRA, où ma foi, je me dis... Est-ce que ça sera facile pour lui? Est-ce qu'il y a des moyens pour l'ONATRA? Est-ce qu'il y a moyen de redresser cette entreprise? Ou peut-être il faut carrément faire disparaître cette entreprise à l'instar des lignes aériennes congolaises. Qu'est-ce que vous en pensez? L'ONATRA, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Vous savez, les gens ont tendance à dire que l'ONATRA, canard boiteux. Moi, je me pose la question. On dit que cette entreprise est un canard boiteux, comme on l'a dit, mais qui a cassé la patte du canard? N'est-ce pas les politiques eux-mêmes? Je crois que ce sont les politiques qui peuvent relancer ça. Avec l'ONATRA, il y a tout simplement un problème de priorité. Je l'ai dit dans une émission à l'RTNC, les gens m'ont attaqué, c'est normal, c'est leur liberté. Moi, je peux relancer cette affaire dans 3 ans.
En fait, redresser l'ONATRA dans 3 ans. Redresser l'ONATRA en 3 ans. Vous avez un plan bien spécifique. J'ai un plan bien spécifié, mais que je peux exposer avec détail seulement. En empruntant de l'argent ou Non, on n'a pas besoin d'emprunter de l'argent. L'ONATRA a déjà suffisamment de moyens pour sa relance. Non, mais les rares résidences que je connais de l'ONATRA, c'est des résidences pratiquement... Il y a des généraux, l'État confisqué, il y a des militaires. Vers le haut commandement, l'ONATRA ne gagne pratiquement rien. Vous savez, en 2019, par exemple, vous avez vu, vous pouvez lire, hein, il y a un rapport de l'ancien directeur du département financier, qui est aujourd'hui le directeur général de FPI, M. Bertin Moudimou Tshisekedi, qui vous a dit clairement que le patrimoine immobilier foncier de l'ONATRA a été évalué à 2 milliards de dollars. Un ancien gestionnaire de l'ONATRA en 2019... Sur le plan national, hein? Oui, sur le plan national. Un ancien gestionnaire de l'ONATRA, Kimbembe Mazunga, vous a dit en 2019 que le patrimoine immobilier de l'ONATRA a été évalué à 3 milliards de dollars. Dites-moi comment est-ce qu'une entreprise qui a un patrimoine qui est évalué à ces hauteurs de chiffres peut connaître ce que vous pensez là, c'est-à-dire disparition. Impossible. Vous savez, on a plusieurs méthodes. Je vous disais, c'est qu'il y a un problème de priorité. Quand je dis problème de priorité, c'est par rapport à quoi? Je vous donne des cas. À l'ONATRA, par exemple, vous avez des charges au niveau litigieux, au niveau, par exemple, avec des cabinets seulement d'avocats, par exemple. Je donne des cabinets d'avocats. Vous avez un pléthore de cabinets d'avocats qui suivent seulement les dossiers de l'ONATRA. Et parmi ces pléthores de cabinets d'avocats, vous avez par exemple le cabinet d'un certain monsieur, je ne citerai pas le nom, il est arrivé à l'ONATRA en 2015. Il est arrivé à l'ONATRA en 2015, mais il s'est bombardé quelque temps après avec le grade de chef de département, ça veut dire le dernier grade. Et puis, il annexe son cabinet comme un cabinet d'abonnement au niveau de l'entreprise. Donc très prioritaire. Voilà. Aujourd'hui, l'entreprise doit 115 000 $. Et je ne parle que de ces cas, mais il y a un pléthore de cabinets. Je sais qu'on venait d'élaguer, je crois, 8 ou 9 cabinets, mais il y a un pléthore de charges qu'il faut réduire avec la situation de l'entreprise. Je vous parle encore du cas, par exemple, de fonds de la RLT. La relevance sur le site terrestre qui a été instituée en 2012, mais mise en application en 2014. Vous savez, quand Kimbembe Mazunga arrive à l'ONATRA, par exemple, comme DG, il trouve 50 millions dans les caisses de l'État pour le fonds de la RLT, qui devait être géré conjointement avec le directeur général, le ministre des Finances et le ministre technique et transport. Mais dites-moi, si déjà, pendant une période où la mise en exécution n'a fait qu'une année, on atteint 50 millions comme recette de RLT, comment, avec ce qu'il y a comme charge du personnel, on n'arrive pas à payer les personnels? Où va cet argent? Parce qu'en réalité, la RLT a été principalement mise en place pour la relance du trafic. Ça veut dire la voie ferroviaire, la navigabilité, maritime. C'est ça le principe. C'est-à-dire le fonds qu'on doit utiliser pour la maintenance, par exemple, de la voirie, les fonds qu'on doit utiliser pour le renouvellement du matériel, parce qu'il y a l'usure avec le temps, mais ces fonds-là peuvent servir pour voir dans quelle mesure on peut progressivement supprimer les dettes sociales qui pèsent au niveau de l'entreprise. Et je ne vous dis pas comment, il y a beaucoup de ceux qui sont des débiteurs de l'ONATRA dans ce pays. L'État, en parlant déjà de l'État, vous connaissez l'histoire, je crois bien 207 millions, vous connaissez que l'État doit à l'ONATRA, il y a plusieurs fonds, et même, je vais vous dire quelque chose que vous pourrez vérifier. La CNSS, les agents ne sont pas pris en charge au niveau de la CNSS. Mais chaque mois, il y a une rubrique qu'on coupe sur la rémunération de l'agent, motif libellé CNSS. Cet argent va où? Cet argent va où? En fait, à l'ONATRA, je dis qu'il y a un problème de priorité. Et pour ça, il faut boucher les fuites des capitaux. Et les fuites des capitaux, c'est la priorité, en fait. Oui, la priorité, en fait, c'est l'homme. Si vous avez les outils de production, dans les outils de production, le plus grand outil de production d'une entreprise, c'est le capital humain. Mais si le capital humain est négligé, vous n'aurez pas de production parce que même si vous utilisez les engins, cet engin-là doit être surveillé par un humain en fait. Il faut que les ressources humaines soient à même de produire. Si les ressources humaines semblent ne pas être la priorité du gestionnaire, eh bien nous sommes dans tout le cas, mais sauf de la relance. Il faut relancer l'homme dès l'ONATRA. C'est-à-dire qu'il faut le rendre opérationnel. Il faut qu'il ait la capacité d'avoir son salaire à temps et un salaire qui est réajusté au taux du jour. Il faut le lui donner. Et lui, à ce niveau, il va vous donner le meilleur rendement en termes de production avant même tout ce qu'on peut avoir comme matériel. Parce que, bon, au niveau des ports, vous savez qu'il faut des engins de manutention, grues, élévateurs, tout ce que vous voulez. Mais avant tout ça, il faut l'humain. Mais l'humain a quel statut social? Et quelle est la motivation du travail? C'est un problème. Il y a aussi pléthore des employés, des travailleurs aussi. Mais oui, justement. Ce sont des dettes sociales. Et je vous dis qu'il y a possibilité de réduire. Je vous parle de fuite de capitaux. Je vous ai parlé des cas, CNSS, RLT. Allez voir l'exercice bilan, l'exercice de gestion de ces entreprises 2021, 2022, 2023. Allez voir en réalité ce que produisent ces redevances. D'ailleurs, vous allez voir que c'est bien arrangé pour que quand on est
très intelligent qu'on ne voit pas en réalité ce qui est perçu au niveau seulement de la redevance logistique terrestre. On s'est très bien arrangé pour flouer les chiffres, mais je vous dis qu'en interne, dans la gestion, parce que les finances se créent, on a la possibilité même de créer les finances. Donc il y a de l'espoir pour l'ONATRA. Je vous dis qu'il y a de l'espoir quand je vous dis que dans les 3 années, je peux relancer cette affaire, je sais de quoi je parle. En fait, je ne suis pas expert en matière de... En fait, je ne suis pas le plus grand expert en matière de transport. Vous ne travaillez pas aussi à l'ONATRA. C'est-à-dire, je ne suis même pas agent de l'ONATRA. En fait, je ne suis pas le plus grand expert en matière de transport. Je suis avocat de profession, mais en ce qui concerne l'ONATRA, je le dis avec beaucoup de modestie, cette entreprise, je la connais. Et je connais où se trouve le faille, je connais où est-ce qu'on peut toucher pour tout bouger. Parce que la relance de l'ONATRA va relancer la RVF, Régie des voies fluviales. Parce que l'ONATRA est le premier client de la RVF. Et la relance de la RVF peut booster même, je vais dire la production intérieure de la République. Parce qu'il faut du tonnage, il faut le transport. Mais il y a un problème de voie. Par exemple, je sais pas, avec les chemins de fer, par exemple, à l'époque, en 60, où pas en 60, mais je crois les années 80, on pouvait produire déjà 5 millions de tonnes. Et aujourd'hui, l'ONATRA vous transporte à peine 120 000 tonnes l'année et il s'est dit qu'il fait un bon chiffre. Non, c'est un problème managérial. On peut aller au-delà. On peut aller au-delà avec des partenariats, avec la fidélisation des clients. Tous ces mécanismes sont possibles, mais malheureusement, je ne peux pas tout dévoiler. Nous sommes sur la place publique, les décideurs seuls doivent m'écouter parce que, vous savez, les voleurs des idées, il y en a plein, ils peuvent voler les idées et puis mettre en application, et puis voilà. C'est-à-dire, mais je vous dis qu'avec le cas de l'ONATRA, en fait, il est possible de relancer cette entreprise dans les 3 années qui suivent. Et on relance. Il y a encore un autre problème, c'est au fait... Je n'ai même pas parlé du patrimoine immobilier foncier. On va revenir. Est-ce qu'il y a ce problème, c'est d'immixtion des politiques dans la gestion de l'ONATRA? Vous avez souvent des gens qui arrivent comme directeur général qui ne maîtrisent pratiquement rien, alors qu'il faut laisser la chance aux enfants maison. C'est aussi le handicap, en fait. Je ne refuse pas l'idée que vous avez donnée, mais à l'ONATRA, il y a eu beaucoup de fils maison. J'en ai connu plusieurs. Ils ont défilé. Il y a eu ceux qui ont fait leurs preuves aussi. Il y a ceux qui n'ont. Mais je crois qu'à l'ONATRA, il y a plus un problème de volonté. Il y a un problème... Et de discipline aussi. Je vais arriver. Il y a un problème de volonté d'abord. Vous savez, on peut avoir les plus grands diplômes de la Terre, la plus grande expertise de la Terre. Mais si la volonté de redresser une institution n'est pas là, c'est un échec. C'est un boulevard pour l'échec. Il faut d'abord, avant tout, la volonté, la bonne foi. De deux, il faut un engagement sérieux. C'est-à-dire, vous avez un homme qui est l'avocat de l'entreprise. L'avocat de l'entreprise face à la prédation de tous bords. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à tout. Parce que vous savez, la situation de l'ONATRA, comme vous avez dit, l'immixtion de l'État. Bon, dans une certaine mesure, dans la mesure où ça relève du secteur du portefeuille. C'est les portefeuilles de l'État. Assez négative. Il faudrait que ça soit cadré. Ça se limite au niveau normatif et institutionnel. Mais je vous donne par exemple un cas. On a connu des experts à l'ONATRA. La période où Copyright est arrivé pour la réforme des entreprises du portefeuille, on a connu une firme Progrosa. Progrosa, c'était la firme d'expertise espagnole. Je vous refais des révélations. Il faut payer à cette firme espagnole une somme avoisinant, vous allez vérifier, une somme avoisinant 10 millions de dollars pour leur expertise. Et 10 millions doivent provenir d'où? Doivent provenir tout simplement de la trésorerie de l'entreprise qu'on est censé relever, qu'on qualifie de canards boiteux. C'est saigné, c'est tout. Oui, et le comble, c'est que cet argent approximatif de 10 millions, comme je vous dis, allez vérifier si ça a été géré avec l'ONATRA. C'était le ministère du portefeuille qui devait gérer ces fonds pour, à son tour, donner à la firme espagnole et aller vérifier ce qui s'est passé avec monsieur un certain qu'on a appelé monsieur Boulanger, avec un certain monsieur Georges Raymond, avec un certain Pécune, aller vérifier la gestion, aller vérifier comment ça s'est fini avec la firme Progrosa. Un échec patent. Mais il n'y a pas eu de responsabilités. Il faut établir des responsabilités. Pas plus tard qu'en 2015. Mais l'argent était sorti. Oui, l'argent était sorti. Pas plus tard qu'avec l'ex-DG Kimbembe, Mazunga. Il y a eu, on a sorti 10 millions de dollars sous Matata Ponyo à l'époque. J'ai vu lâcher des locomotives. Oui, effectivement. Qui ont malheureusement il avait essayé de relancer la voie. 2 mois après, c'était plus bien. Il a essayé, bon, il a fait ce qu'il pouvait. Parce que, bon, en fait, le redressement de la voie, c'était un projet qui équivalait à plus ou moins 30 millions de dollars. Et la première phase qu'on a donnée, c'était 10 millions, qui était donnée en 3 phases. Alors, on a donné 3 millions, 2 millions, 5 millions en 3 phases. On n'a pas pu terminer en réalité la réhabilitation de la voie pour permettre à ce que
que le trafic soit permanent. Vous voyez? Et puis, il faut régler aussi un problème de transport. C'est-à-dire que la voie peut être là, les engins peuvent être là, mais vous transportez quelle marchandise? C'est comme ça que je parle de la fidélisation de la clientèle et le management, la technique de gestion pour avoir la possibilité d'avoir... Là, ce ne sont pas les politiques, ce sont les spécialistes. Justement, et c'est-à-dire il faudrait quelqu'un qui s'y connaît et quelqu'un qui peut amener ceux qui connaissent à le suivre dans sa vision, parce que c'est d'abord une question de vision claire et déterminée. Et quand je parle du chemin de fer, par exemple, il y a eu après une somme, allez vérifier, avoisinant encore les 10 millions sortis pour pratiquement acheter les locomotives. Et je vais vous faire rire. On est allé acheter les locomotives, allez vérifier au niveau de la gare centrale. En fait, on n'a pas acheté les locomotives, mais les voitures. Parce qu'il faut faire une opération, il y a les voitures et les wagons. Les wagons, c'est pour les marchandises, les voitures, c'est pour les passagers, au niveau du train. Et on est allé acheter des voitures. Les voitures sont arrivées à l'entreprise et ces voitures, quelque temps après, on a déclaré ces voitures être inadaptées au rail, c'est-à-dire inadaptées à la voie. Il n'y a pas eu d'expertise avant. Alors qu'il y a eu les fonds sortis pour l'expertise, mais personne n'a été interpellé. Personne n'a été sanctionné. C'est passé comme ça. En fait, je vous dis ici qu'il y a beaucoup, en fait, il y a une forme d'omerta dans la gestion de la trésorerie de l'entreprise qui ne favorise pas l'épanouissement de son personnel et de son trafic. C'est comme ça que j'ai dit, dans les 3 années qui viennent, si on me les confie, je vais renoncer ça. C'est un défi. Je vais renoncer ça dans les 3 ans. Quand vous avez donné quelques pistes de solutions, il y a aussi la valeur de ces villas vers le haut commandement qui sont pratiquement sous-évalués. J'ai eu quelques infos. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, effectivement, j'ai eu les informations par rapport à la convention qui a été faite. Bon, il faut dire que c'est une convention défaite. Ce n'est pas l'ONATRA qui l'a fait des bons grés. En fait, ces villas-là que vous voyez sur Prince de Liège, qu'on appelle Kachaguma Chaoumba, à partir de l'IZIPA, d'ailleurs avant même IZIPA, tous les terrains là c'est un patrimoine foncier de l'ONATRA où il y a le tôle bleu, et IZIPA jusqu'à la haute cour militaire, tout ça c'est les patrimoines immobiliers de l'ONATRA. À l'époque, qu'est-ce qui se passait? Bon, le coin n'était pas très fréquenté. Quand on confiait des attributions des maisons aux agents de l'ONATRA, ils partaient presque en retard. Alors derrière c'est les camps Kokolo, c'est les camps des officiers, c'est les militaires qui sont là. Et la nature horreur du vide. Voilà, vous avez bien répondu à ma question. Donc vous avez vraiment compris la nature horreur du vide. Et puis voilà, on a commencé à occuper progressivement les villas de l'ONATRA et quelques temps après, bon, il fallait faire une convention de fait pour que l'ONATRA garde la propriété. Et je vous dis pas, on a sous-évalué, allez vérifier, ce sont des chiffres que je vous demande d'aller vérifier. Et vous imaginez une villa de ce genre, de cet acabit-là en plein Gombe, qui est évaluée à moins de $100 par exemple, alors que ça peut être 4 000, 5 000 $. Vous prenez derrière les bâtiments administratifs de l'ONATRA, la piscine. Vous connaissez la piscine? J'ai vu des Indiens qui ont participé. Mais justement, c'est une location. Mais si je vous dis les termes de cette location, vous allez pleurer. Comment une location de 10 ans, on peut payer à l'entreprise 540 000 $? Donc, ça veut dire que par année, il paye 554 000 $. Et étendez ça maintenant sur 12 mois. Vous voyez cet espace-là, avec ce que l'espace peut générer comme fonds, on est à moins de 6 000 $ le mois. Cet espace-là, c'est-à-dire quoi? Il y a, je vous disais ici, parler de la bonne foi. Une vision déterminante et claire. Une personne qui dit, voilà, il faut finalement que la récréation s'arrête. Il faut donner au travers de l'ONATRA, en fait, lui redonner sa dignité. Et ça, on peut le faire avec d'abord de la détermination. Ensuite, tous les méandres possibles peuvent suivre, comme j'ai déclaré. Je n'ai pas suffisamment le temps pour vous parler de tous les chiffres, notamment la charge de personnel, les chiffres d'affaires, la dette sociale, l'hyper, tout ce que... On n'a pas suffisamment de temps, mais je vous dis que c'est malheureux ce que je constate. Et je vous dis qu'il y a encore de l'espoir pour l'ONATRA. Ne pensez même pas à privatiser. Il ne faut même pas penser. Parce que vous savez... Non, mais beaucoup ont pensé peut-être à privatiser. Non, monsieur Mario, vous savez, nous sommes dans une économie encore très faible. Nous, dans ce pays, on a encore une économie très faible. Mais privatiser une entreprise comme l'ONATRA, vous connaissez l'histoire malheureuse de la GECAMINE. Où est passée la GECAMINE? Qu'est-ce que l'État profite aujourd'hui en termes de redevance? Oui, il y a des secteurs qu'il ne faut pas privatiser à la légère. Je vous donne les secteurs pétroliers. En 2019, il a été... c'est-à-dire déjà avant... Regarde la période 2017-2019. Il a été établi que l'État congolais ne percevait que 23 000 $ en termes de production de barils, alors qu'en Angola, où l'Angola a gardé les monopoles de l'exploitation pétrolière de l'État, ils perçoivent à plus de 2 millions.
Mais nous, on n'a qu'à 23 millions parce que le privé exploite et puis déclare. Parce que le système fiscal congolais est principalement déclaratif. Ils vous déclarent ce qu'ils veulent. Mais nous perdons. Et vous allez encore prendre un secteur comme le transport. L'ONATRA était le plus grand, je vais dire, la plus grande personne morale après l'État et l'Église catholique à détenir les patrimoines immobiliers et fonciers. Avant et après l'indépendance. Oui, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on est dans une économie encore très faible. C'est un feu vert vers une catastrophe sociale. On ne peut pas y penser. D'ailleurs, quand l'ONATRA est créé au Traco, en 1935, vous savez quoi? C'était les privés, en fait, qui étaient en faillite. Et l'État colonial a décidé de les racheter. Et vous pensez aujourd'hui à revenir. En fait, c'est un régressement. On est en train de régresser. Alors que l'État, sous le pouvoir de Tshisekedi, on est censé avancer. Il s'appelle Maître Djagas Djamba. Il est cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Avec lui, nous sommes en train de réfléchir sur les avancées. Qu'est-ce que nous devons apporter comme idée ici en République démocratique du Congo? Nous avons évoqué l'aspect de la guerre, nous avons parlé de l'économie, nous avons parlé du gouvernement, nous avons ciblé un secteur assez complexe, le transport. Nous sommes basés sur l'ONATRA, où on a donné des idées pour permettre à cette grande entreprise qui jadis employait des milliers de personnes de redécoller, de redevenir comme avant. Nous allons passer à autre chose, c'est-à-dire le gouvernement provincial qui sera peut-être investi bientôt. Et aussi, il y a un gouverneur qui est là. Vous êtes Kinois, là je m'adresse aux Kinois que vous êtes. À Kinshasa, les choses ne marchent plus. La ville est pratiquement abandonnée. Tout est sale. Et dire que Kinshasa, rien que la ville de Kinshasa, nous avons des millions en termes de taxes. La DGRK pratiquement en faillite. La DGPEC, n'en parlons même plus. Les Kinois attendent beaucoup. Votre regard sur, d'abord, le nouveau gouvernement qui vient d'arriver, et puis le gouvernement provincial qui doit mettre en musique la politique du gouverneur. Vous savez, il est difficile pour moi de faire des procès d'intention sur l'actuel gouverneur. Il est encore au début de son mandat. Il n'a même pas encore vraiment décollé avec son gouvernement. Laissons faire, mais je pense... C'est pas une mise en garde, en fait, c'est... comment je veux dire, c'est peut-être un message... En tant que Kinois, que vous lancez. Oui, les faits sont divers, je le comprends. Il a hérité d'une situation catastrophe. Vous savez, ce qui se passe à Kinshasa aussi, c'est par rapport à l'exode rural. À l'époque, quand le colon conçoit la ville de Kinshasa, c'est 500 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 12 millions, 13 millions. Vous imaginez? En fait, c'est que moi, je crois, pour finir, il faut, comme je lisais, les visions d'État. Et cette fois-là, c'est les visions de province en tant que personne morale. Il faut délocaliser les centres d'intérêt. Parce qu'il faut régler avant tout les problèmes d'embouteillage dans cette ville de Kinshasa. Vous savez, on ne les dit pas assez. Quand on perd, avec les problèmes d'embouteillage, lorsque vous perdez en temps, parce que les embouteillages nous font perdre en temps, nous perdons en service. Et lorsque nous perdons en service, nous perdons en production. Et lorsque nous perdons en production, nous perdons en croissance. Et pour tout couronner, lorsque nous perdons en croissance, nous perdons en développement. On ne peut pas se développer dans un état où le trafic n'est pas là. Vous ne pouvez pas faire les affaires. Vous prévoyez à 12 heures, vous devez commencer à 4, vous prévoyez à 12 heures, vous commencez à 15-16 heures. En fait, ce n'est pas possible. Il faut délocaliser les centres d'intérêt. C'est-à-dire, vous prenez dans la ville de la commune de Maluku elle seule. La commune de Maluku, sur le 9000 quelque chose kilomètres carrés que comprend Kinshasa, comprend la seule commune de Maluku comprend 7000 kilomètres carrés. 7000 quelque chose kilomètres carrés. C'est-à-dire, en fait, la commune de Maluku, elle prend pratiquement les 79% de la ville de Kinshasa. Mais cette commune est inexploitée et inhabitée. Il faut inverser les choses. Voilà. Parce que ce qui cause l'embouteillage, souvent, c'est quoi? Nous quittons tous le point X pour nous rendre au point Y aux mêmes heures. Ce qui fait que nous nous retrouvons tous au même endroit et il y a bouchon. Il faut délocaliser les centres d'intérêt. Principalement, c'est ce qu'il faut faire. Et puis de deux, les problèmes d'assainissement de la ville. Vous savez, vous avez vu même les images avec seulement l'hôtel des villes. Comment ça fait mal au cœur. Les problèmes de l'assainissement peuvent être résolus. Et là, c'est l'Union sacrée qui est indexée. Hein. Je parle en tant que Kinois, vous avez dit. Oui, c'est vrai. Les problèmes de l'assainissement, en tout cas, peut être résolus. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur le marché même environnemental, les déchets, en fait, est une opportunité d'affaires. Ouais. Et en tant qu'opportunité d'affaires, avec tout ce qu'on peut avoir comme transformation, recyclage, c'est même une possibilité de donner de l'emploi. Parce que moi, si je suis gouverneur de la ville de Kinshasa, j'ai la possibilité de donner 24 000 emplois à Kinshasa, aux jeunes de Kinshasa, 24 000 emplois courant mon mandat. Par moment, c'est facile de le dire aussi. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. Je peux vous faire le tracé, comment je peux faire pour obtenir 24 000 emplois des jeunes. En garde espoir. Oui, et 1000 jeunes par commune. En garde espoir. Garde espoir. Nous allons pratiquement vers la fin de cette émission, mais il y a juste cette dernière petite question qui concerne les spéculations
sur les réseaux sociaux une personne qui a eu des propos pas commande à l'endroit du président national du MLC, Gécobéa. Vous êtes 4 au sein du MLC. Comment vous avez interprété ça? Bon, j'ai vu aussi comme on parle du Sénat alors qu'il n'est même pas sénateur. Bon, j'ai vu aussi comme vous, Monsieur Mario. Vous savez, le MLC est un parti structuré avec des institutions, des organes, des canaux officiels. Et je crois que c'est le cas pour l'UDPS. L'homme que vous citez, je ne connais pas qu'est-ce qu'il a comme casquette au niveau de l'UDPS, donc ses propos n'engagent que lui, ça n'engage pas l'UDPS. Et lui, en tant qu'individu, bon, moi je me sens indigeste de lui répondre, lui en tout cas. Il n'est pas très approprié. Je crois que c'est qu'il faut faire, comme je vous ai dit, il faut renforcer le civisme. Parce que tout ça, c'est un problème des systèmes éducatifs. C'est aussi le travail de vous, les partis politiques, de vos partis politiques, dans l'ensemble, en fait. Je vais m'adresser à nos partenaires de l'UDPS cette fois-ci pour dire que je vous exhorte à renforcer l'école du parti. Parce que tout ça, c'est aussi important. Parce que c'est que le frère a dit, vous avez vu vous-même que, en fait, il n'a aucune maîtrise même sur la chose publique. Il ne connaît pas comment fonctionnent les institutions, la notion des incompatibilités, là, la notion des fonctions institutionnelles. Et un jour, on peut penser confier à une telle personne les fonctions au pays sans le recycler. Et c'est dangereux. Je crois que c'est important à nos écoles de partis de former les militants et cadres. Ça nous éviterait, pareil, incident à la prochaine, quoi, je crois. Avant de terminer, de chuter, une petite question, j'ai l'habitude de le poser à mes invités. Monsieur Djamba, vous êtes jeune, vous êtes avocat, vous aurez pu faire autre chose, penser, mais pourquoi vous êtes venu en politique? Pour vous enrichir, par conviction? La politique, c'est quoi pour vous? C'est la dernière question. Merci beaucoup, monsieur Mario, vous êtes jugé sur la bonne question. Et ça, je vais m'adresser à tous les politiques de mon pays. En fait, pour moi, la politique, je ne l'ai jamais souhaité, je ne l'ai jamais voulu. Parce que je le dis, peut-être les gens prennent ça comme de la blague, la politique est dangereuse. Parce que c'est un terrain où tu es censé protéger l'intérêt des faibles contre ceux qui sont parfois forts économiquement, militairement, et que tu n'as peut-être pas le même niveau, mais tu dois les affronter. C'est dangereux. C'est comme ça que j'ai dit à tous ceux qui me suivent. En fait, la politique pour moi est un apostolat. La politique, c'est un sacerdoce. C'est comme la prêtrise, c'est comme le prêtre. Ils ne deviennent pas prêtres parce qu'ils veulent. Les pasteurs... Vous êtes en contradiction avec ce que nous voyons. Faites allusion à l'apostolat alors que les gens viennent pour s'enrichir. Non, ils comprennent. Ils deviennent des mécènes. C'est comme ça que j'ai dit. En fait, ils n'ont pas l'apostolat, le sacerdoce. Et c'est toute une génération qui a fait de 1960 jusqu'à maintenant. La politique est un apostolat, je le répète. Il faut être appelé des dieux pour exercer, en fait, cette vocation. Une mission. C'est une vocation. En fait, il faut entendre Dieu, vocare, entendre Dieu t'appeler pour dire voilà. Mon fils, je veux que tu puisses régler l'injustice sociale qui se passe à l'ONATRA. Quand je m'élève ici, ne vous en faites pas, monsieur Mario. Je vais même m'adresser à tous ces gens qui m'écrivent, m'insultent, me menacent à gauche, à droite, parce que j'ai reçu tout ça. Ne vous en faites pas. Moi, je suis quelqu'un... en moi, il y a d'abord avant tout le Tout-Puissant. Je sais que ce n'est pas la chaîne appropriée ou l'émission appropriée pour le dire. Non, mais en fait, c'est des arguments. Mais en moi, d'abord, il y a avant tout la protection du Tout-Puissant. Il s'appelle Jésus-Christ. Et après Jésus-Christ, il y a quelques pensées révolutionnaires qui m'accompagnent. Il y a la pensée révolutionnaire du prophète Simon Kimbangu qui m'accompagne. Il y a la pensée révolutionnaire de Lumumba qui m'accompagne. Il y a la pensée révolutionnaire de Jean-Pierre Bemba qui m'accompagne. Et il y a la puissance miraculeuse de Moussa Edi Nabala qui m'accompagne. Donc c'est difficile de m'atteindre dans des choses comme vous dites là, menacer, tout c'est rien, ça sert à rien. Il faut s'assumer. Comme je vous ai dit pour le cas de l'ONATRA, il faut quelqu'un qui est capable d'être l'avocat de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? Il défend les intérêts de l'entreprise au prix de sa vie. Il dit, non, le patrimoine immobilier et foncier a été terriblement spolié, il faut qu'on récupère. Et ça, c'est de droit, ce n'est pas des suppléances, il faut le faire. Et bien sûr, avec l'accompagnement du chef de l'État, parce que vous savez, même avec l'IGF, pour que l'IGF aujourd'hui prenne de l'ampleur et vous sentez la puissance de l'IGF, c'est parce qu'il y a l'accompagnement de l'autorité. Et dans un système où la prédatocratie est ancrée, c'est difficile de le faire seul. Il faut l'avoir, l'accompagnement de son excellence de la République ainsi que du fondateur de la formation politique. C'est une conviction. C'est-à-dire c'est un apostolat. Je suis d'abord un appelé dans ce domaine. Et ça, c'est un appel. Et je ne peux pas, moi, aller prendre l'argent. Je ne sais pas comment l'imaginer. Quelqu'un qui prend l'argent des militaires. Il en fait ce qu'il pense. Et puis il entend là-bas, on a détourné des rations. Les militaires au combat sont décédés parce que la ration n'est pas venue à temps. Parce que la communication n'est pas passée. Mais il dort calmement chez lui. Je ne peux pas le faire. En fait, c'est inconcevable. Il faut avoir des gens qui se disent, je suis prêt à payer ma vie pour relancer tel secteur, telle chose de mon pays. Et il faut le faire. Et je suis prêt pour le faire.
Merci beaucoup, Maître Djagas Djamba. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Vous avez remarqué que nous courons derrière le temps. Nous avons beaucoup de choses à se dire, mais peut-être dans 2-3 mois, on va encore revenir pour essayer d'analyser sur l'actualité en République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes cadre au sein du mouvement de libération du Congo et que vous assistez aussi aux conférences des présidents, donc vous apportez vos idées en ce qui concerne l'évolution de ce grand parti politique. En peu de mots, on retient quoi? De l'espoir pour la République démocratique du Congo? De l'espoir pour le peuple congolais, de l'espoir pour la République démocratique du Congo, de l'espoir pour ce pays. En fait, ça prendra les temps que ça prendra, mais ce pays sortira de la précarité, parce que cette précarité est fruit des hommes politiques des nations. Je le dis, les hommes qui se sont succédés dans les têtes, dans les prises de décision, ont plongé le pays dans le chaos. Il faut finalement qu'il y ait une rupture. Et je crois avec la détermination du chef de l'État, je crois avec la détermination du fondateur de ma formation politique, Jean-Pierre Bemba, nous allons redresser ces pays, coûte que coûte. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous allons redresser ces pays. Allez, c'en est fini pour ce soir. Merci à vous, à tous les internautes. S'il y a des questions, écrivez, envoyez. Je vais les transmettre à Maître Djagas. Et puis, voilà quand même les numéros de téléphone à la fin. On va vous les renvoyer. Merci à la grande équipe technique. La rediffusion de cette émission, c'est demain vendredi à 8h30 avant Canal Presse. Mais l'émission continue sur la chaîne YouTube. Si vous voulez suivre M. Djamba, eh bien, allez-y sur la chaîne YouTube de Canal Kin. Cliquez, vous allez suivre cette émission qui vous a plu. Allez, merci, bye bye. On se retrouve la semaine prochaine.